Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour votre invitation. Et c'est un plaisir de discuter effectivement autour de ce documentaire, enfin docudrama, parfois j'ai tendance à l'appeler docufiction, docudrama, qui s'intitule The Social Dilemma en anglais et Derrière nos écrans de fumée en français. Voilà, donc si vous voulez, en fait, tout l'enjeu, c'est vraiment autour de la question de l'esprit critique et de comment est-ce qu'on peut favoriser l'esprit critique et la critique aussi de l'écosystème numérique. Et en quoi, voilà, et la question des modalités, en quoi un documentaire qui veut faire une critique féroce des GAFAM peut ou non s'avérer euh, porteur enfin, d'une dimension éducative. Moi, le documentaire donc m'avait frappé, c'est pour ça que je suis. Vous m'entendez bien? Vous me dites s'il y a des soucis. Ce documentaire m'avait bien sûr beaucoup intéressée, notamment parce qu'un certain nombre d'intervenants, d'experts qui vont intervenir dans ce documentaire, j'en avais lu les ouvrages avant, et donc je partageais un certain nombre de leurs conclusions. Et ce qui m'a chiffonné, si je puis dire, de façon peu scientifique, ce qui m'a un petit peu chiffonné, alerté et donné envie de travailler sur ce documentaire, c'est qu'il aboutissait à des formules qui étaient tellement simplistes que ça finit par se retourner, à mon avis, tout à fait contre l'objectif, on va dire, éducatif, qui est revendiqué par le documentaire. Et j'ai entendu encore tout récemment l'assistant d'un sénateur qui s'appuyait sur ce documentaire pour dire « Ah oui, c'est vrai, c'est grave, etc. » Donc, ce documentaire est intéressant aussi pour la diffusion qu'il a pu avoir. Alors, en fait, j'ai travaillé à propos de ce documentaire, un peu comme je le fais pour d'autres recherches dans d'autres contextes, en essayant d'articuler ce que l'on peut savoir de la socio-économie des plateformes, du fonctionnement des plateformes, des idéologies qui sont embarquées dans ces dispositifs, parce que ce n'est pas seulement des dispositifs sociotechniques, bien sûr, ce sont des entreprises commerciales qui ont leurs objectifs. Et puis, comment on peut l'articuler avec la réception, la question de la réception, à la fois la réception des contenus des dispositifs numériques, en l'occurrence la réception d'un docudrama diffusé sur Netflix exclusivement. Et puis donc articuler cela par des enquêtes sociologiques, par entretien souvent, et par analyse de contenu, ce que j'ai fait pour cette recherche. Donc, voilà, la question, la problématique simple que j'ai souhaité me poser, c'est est-ce que ce documentaire ultra critique, si je puis dire, peut nourrir l'esprit critique, et est-ce qu'il peut permettre de diffuser une forme d'esprit critique ou pas? Et est-ce que le fait qu'il soit critique suffit à alimenter l'esprit critique? Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé la manière dont le docudrama critique donc le fonctionnement des GAFAM, et puis ensuite, j'ai pu faire une analyse de réception qui, je le reconnais, est un peu embryonnaire, voilà, que je pourrais poursuivre peut-être avec d'autres documents plus courts aussi, enfin documents visuels, mais qui nous donnent déjà une première des premiers éléments assez intéressants, parce que c'est à la fois des jeunes de lycée, j'ai fait travailler aussi des jeunes de licence, excusez-moi, je ne sais plus, c'était 2 ou 3, je crois que c'était licence 2, et les résultats étaient relativement concordants. Donc, ça pose la question, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle
esprit critique. Alors, moi, l'esprit critique, je le vois comme une forme comment dire, de développement de l'autonomie, hein, de l'autonomisation, la capacité des individus, des sujets, quel que soit leur âge, en fait, hein, à la fois pouvoir développer une capacité de réflexivité sur eux-mêmes, capacité de réflexivité sur les outils numériques qu'ils utilisent, et en même temps avec ce que je peux emprunter à Nussbaum de sens de sa propre vulnérabilité. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur les grandes lignes de mon analyse du docudrama, puis venir sur la nature de l'émancipation qui peut être favorisée par le visionnage du docudrama et son visionnage en contexte éducatif. Alors, c'est un docudrama qui est très militant en réalité, hein, et qui souhaite dénoncer les manipulations des GAFA pour éveiller les usagers. Donc, il y a cette dimension un petit peu presque évangélique ou d'évangélisation qui me semble au cœur du docudrama. Et c'est vraiment quand je me suis, donc pour l'article que j'avais promis à Samuel et Aurélie, donc je me suis mise à travailler de très près le contenu du docudrama, scène par scène, que j'en ai compris, en fait, il me semble que j'en ai compris les objectifs réels et je dirais même les auteurs. Alors, ce qui m'est apparu, c'est que ce docudrama revendique une intention éducative, mais qu'en même temps, il est façonné dans un discours très militant qui me semble lui-même tomber sous le coup de la critique qu'il fait, hein, qu'il adresse aux GAFAM, et notamment parce que son discours s'approche de la propagande. Propagande, donc c'est un terme un peu fort, hein. J'ai bien le sentiment que c'est un petit peu délicat ce que je suis en train de faire, puisque c'est un docudrama, une intention, on va dire même stratégique, avec laquelle on peut être en phase, hein. C'est-à-dire que moi-même, j'ai même pu écrire que, notamment dans le petit ouvrage là, que je viens de faire paraître aux presses de l'INA, hein, qu'il y avait une dimension totalitaire dans le fonctionnement des GAFA. Pour autant, je trouve que la manière dont les choses sont présentées dans ce docudrama pose problème d'un point de vue éducatif. Et donc qu'il y a une dimension de propagande, hein, c'est-à-dire une volonté d'influencer l'opinion. Alors ça pourrait être une définition du militantisme aussi, mais là où ça pose problème, hein, par rapport à l'éducation, c'est cette notion d'information partiale, hein, ou partielle, et tellement partielle qu'elle est partielle. L'une des interrogations que j'ai eues, c'est parce que nous nous interrogeons tous, hein, des deux côtés, quand on est chercheur en info, dans les sciences de l'information et de la communication, on s'interroge forcément tous sur la nature du pouvoir que prennent ces grandes entreprises multinationales. Nous, en Europe, on les appelle les entreprises systémiques. Et de leur poids politique, éventuellement, leur manière d'influencer les comportements électoraux. Et ce qui est un peu troublant, ou en tout cas, qui peut alimenter une question de recherche, c'est dans quelle mesure ces critiques féroces des GAFA ne viennent-elles pas réanimer une représentation des médias que l'on croyait complètement déconsidérée sur le plan scientifique, hein, à savoir qu'il suffirait de la propagande. Alors, j'avoue que ce que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire
la guerre en Europe, mais enfin c'est quand même un enjeu mondial. La guerre en Ukraine, la propagande russe nous replonge dans ces questions de savoir quelles sont les limites de la propagande et dans quelle mesure les populations ou certaines populations peuvent être complètement l'objet de manipulation. Mais ce que nous savons quand même par toutes les recherches qui ont pu être menées depuis, on va dire, 70 ans, c'est quand même que la réalité de la relation avec les médias est beaucoup plus complexe. Alors, oui, excusez-moi, oui. Oui, je ne sais pas pourquoi je mets ça là. Excusez-moi un instant, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur dans ma petite présentation, mais tant pis. Bon, oui, non, je n'ai pas fait d'erreur. Donc, la première chose aussi qui m'a frappée, c'était à quel point la réception, particulièrement en Europe et en France, avait été positive de la part de enfin, de la plupart des grands médias qui s'intéressent à l'actualité des médias, c'est-à-dire les Inrock, Télérama, Le Monde, etc. Et ça peut avoir à voir, non pas avec la scientificité ou le caractère sérieux de ce docudrama, mais peut-être plus avec d'abord des inquiétudes légitimes vis-à-vis de l'influence de ces entreprises, mais aussi peut-être avec une petite dimension anti-américaine, je ne sais pas. En tout cas, quand on se penche donc sur la promotion qui a été faite de ce docudrama, le site qui accompagne le docudrama, qui est un site géré par le Center for Human Technology de Tristan Harris, on se rend compte qu'il y a une forme de partenariat. Alors, je n'ai pas les chiffres financiers de ce partenariat. Je ne sais pas à quel moment il s'est construit, mais très certainement bien avant la diffusion sur Netflix. Il y a un partenariat entre les auteurs de The Social Dilemma et Netflix, au point que Netflix détient les droits de diffusion de ce docudrama. Il est impossible, ça pose des questions éducatives aussi, c'est-à-dire que dans un premier temps, pour cette recherche-là, j'ai proposé une diffusion à tous les jeunes qui sont intervenus ensuite dans les focus group, etc., ont pu regarder le docudrama, mais donc nous l'avons fait avec nos propres abonnements en fait, mais si on voulait en faire un document vraiment éducatif, c'est très très compliqué parce que Netflix n'accorde cette autorisation qu'une fois par an ou par semestre aux enseignants, et sinon ça revient quand même à faire de la publicité pour Netflix au-delà d'une publicité pour The Social Dilemma. Le Center, sur son site, le Center for Human Technology déclare avoir réussi à atteindre 100 millions de spectateurs. Donc, ces 100 millions de spectateurs pour le docudrama sont quand même en même temps 100 millions de spectateurs pour Netflix, qui peut-être n'étaient pas tous déjà abonnés à cette plateforme. En regardant de très près, encore une fois, scène par scène, séquence par séquence, le docudrama, on se rend compte que Tristan Harris, en fait, même s'il n'apparaît pas comme auteur du film, c'est Orlovsky qui en est l'auteur, comme réalisateur, on va dire, Tristan Harris m'apparaît très clairement comme un des co-auteurs du film. C'est l'expert le plus présent à l'écran. Il intervient 50 fois sur les... Moi, j'ai découpé le film en 144 séquences. Il intervient donc 50 fois sur 50 séquences. Ça représente 35% des témoignages, 3 fois plus que le deuxième expert qui apparaît lui-même le plus souvent. Il est donc le principal personnage du film, si on est sur la partie drama, ou le principal expert du film. Il défend une cause politique à laquelle on peut adhérer, je veux dire, qui est effectivement importante
on va dire depuis Cambridge Analytica au moins, c'est-à-dire que fait le Congrès américain? Est-ce que le Congrès américain veut enfin se décider à réguler ces entreprises, à tenir compte de leur taille qui ne permet, enfin, qui porte atteinte au pluralisme, à la concurrence, etc. Donc, voilà, ce sont des objectifs qui sont tout à fait légitimes. La question qu'on se pose ici, que je me suis posée ici, c'est est-ce que pour autant ce docudrama a une dimension éducative? Ce qui m'a frappée, voilà, donc c'est un document. Quand on va sur le site du film, hein, voilà, on a des incitations très claires à faire la promotion donc, du film, c'est-à-dire de Netflix. Hein, il n'y a pas de… Voilà, share the dilemma, voilà. Ensuite, voilà, diffuse. Et à côté de la diffusion Netflix, il y a aussi l'organisation, il faut être juste, hein, il y a aussi toute une organisation de débats, etc., à partir du docudrama, mais de débats qui vont être organisés dans des contextes éducatifs ou citoyens, hein, et qui sont intéressants. Voilà là où j'ai trouvé cette remarque assez intéressante, hein, c'est-à-dire certains se sont posé la question sur le fait que ce n'était pas vraiment un docudrama voilà, une réflexion sur la nature des GAFA, mais plutôt un exercice de relations publiques. Alors, comment est-ce que le docudrama fonctionne? Il repose sur une présentation des risques, comme si ces risques ne pouvaient être dénoncés que sous la forme d'une révélation, hein, de secrets cachés. Alors, pour une part, c'est vrai, hein, que le problème majeur d'un point de vue citoyen que nous avons à l'égard de ces entreprises, c'est bien qu'elles sont secrètes, opaques et qu'elles diffusent du secret. Mais il n'empêche que la manière dont ça va être fait dans le documentaire peut poser problème, ne serait-ce que par le ton qui va être donné, c'est-à-dire le ton de la dénonciation. Alors moi, je me suis plutôt appuyée sur la topique de la dénonciation chez Boltanski, hein, qui suppose à la fois des émotions, notamment de colère, et en même temps la désignation d'un coupable. Et pour faire simple, le coupable, il ne va y en avoir qu'un, et je ne dis pas qu'il n'ait pas des raisons d'être mis en cause, mais est-ce qu'il doit être à ce point-là unique? C'est quand même une question. Et puis ensuite, le ton, hein, qui va être donné. Hein, voilà, jamais dans l'histoire 50% n'avait eu autant d'impact sur la vie de 2 milliards d'humains. Et puis, la dénonciation, elle va se faire sous la forme de techniques, d'une représentation ou d'une illustration qui pose quand même problème à deux titres. Hein. D'une part, parce qu'elle est extrêmement simplificatrice, hein, elle suppose tous les biais possibles et imaginables supprimés. Donc, on a donc quelques personnes qui sont… Enfin, pour moi, c'est une représentation vraiment complotiste, en fait. Hein. Et donc, je m'interroge sur la diffusion de ce genre de représentation dans un docudrama qui se veut éducatif. Voilà, les algorithmes voilà, donnent aux personnes des pensées non volontaires, comme si tous les jours, dans la publicité qui nous entoure, nous n'avions pas affaire déjà depuis peut-être plus d'un siècle, hein, à des personnes qui cherchent à nous donner aussi des pensées involontaires, nous faire acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, etc. Voilà. Alors, l'autre chose qui est très puissante, hein, dans ce documentaire, sur le plan de l'efficacité, dans la captation de l'attention, hein, c'est la rhétorique de l'enquête. Hein, et Boltanski avait repéré que la rhétorique de l'enquête facilite le passage de l'indignation, mon Dieu, ils ont trop de pouvoir, à l'accusation. Alors, quand on voit la brochette, si vous me permettez, d'experts qui ont été convoqués pour valider en fait, hein, le documentaire, c'est évidemment extrêmement impressionnant. Mais quand on regarde de très très près,
j'ai été quand même assez fascinée par le montage réalisé entre les différentes séquences de personnes qui sont, pour moi, des personnes, enfin certaines vraiment très, très intéressantes et très sérieuses. Mais quand on voit le montage qui est effectué, qui fait par exemple que Shoshana Zuboff peut commencer une phrase et ensuite c'est Tristan Harris qui va la poursuivre, ou bien Tim Kendall, Tristan Harris commence une phrase, Tim Kendall la termine. Je trouve que le montage produit une représentation de la science qui pose problème aussi, c'est-à-dire ça devient une espèce de discours homogène, de magma homogène autour de la dénonciation des GAFA sans distinction, sans conflictualisation entre les différents auteurs, et sans aucune contextualisation historique non plus. Et donc, c'est assez fascinant. Et ce qui fait le lien entre tous ces auteurs, tous ces experts, c'est le ton de prédicateur de Harris. Il faut que tout le monde sache, hein, quelqu'un doit parler. Il faut se demander si c'est normal ou si on est tous victimes d'un sort. Donc, cette notion de magie. Donc, comme si la magie donc, de J.B. Fogg allait jusqu'à empêcher, hein, la révélation. Voilà. Sachant que ce qui va être révélé, c'est des choses que ces experts ont fait, auxquelles ils ont participé, pour une part, pas tous, justement. C'est aussi ça, cette indistinction entre ceux qui ont vraiment contribué, hein, à cette économie publicitaire intrusive, et ceux qui analysent ou qui conseillent les politiques pour en sortir. L'autre spécificité, singularité de ce docudrama, c'est justement l'hybridation entre fiction, document, fiction et style documentaire. Donc ça, c'est une chose voilà, qui m'intéresse bien, mais le tout dans un style pamphlétaire. Le document est composé, enfin le film est composé de 3 voire 4 arches. Une arche informationnelle qui est découpée, hein, et qui apparaît à différents moments. Cette arche informationnelle puise dans les actualités et donc ancre le propos dénonciateur dans une réalité, hein. Donc ça a un effet de réel. Il y a une arche de type magazine, un peu genre complément d'enquête, pour ceux qui connaissent, donc avec un fauteuil, enfin avec des experts assis dans un fauteuil qui viennent donc prononcer un certain nombre de phrases issues de leurs recherches ou de leurs témoignages, et puis une arche fictionnelle, hein, qui illustre la vie d'une famille type composé de 2 parents et de leurs 3 enfants, et centré autour du problème de l'envahissement par les smartphones et de la difficulté d'exercer une médiation parentale. Alors, me pose aussi question, ces représentations. C'est vrai que moi, c'est une chose sur laquelle je travaille, par exemple, avec des étudiants et des photographes, sur comment est-ce qu'on représente le numérique. Je trouve que c'est important. Mais voilà la représentation que nous propose donc le document, le docudrama. C'est derrière les algorithmes, en fait, c'est des personnes qui se ressemblent. Alors ça, on peut dire, ça a un certain degré de vérité, mais voilà, l'algorithme est très, très anthropomorphisé, hein, et les sujets, les utilisateurs, les usagers sont réduits, eux, au stade de spectre, en fait, hein, à travers ce genre d'image. Sur le plan du fond, le plan idéologique ou le plan, l'analyse qui est proposée, hein, par le docudrama, on est sur un choix théorique qui est assez cohérent, surtout cohérent avec le parcours, hein, de Tristan Harris et de certains experts qui ont été recrutés ou qui sont intervenus, qui ont créé eux-mêmes des outils de captologie. C'est le comportementalisme, hein, c'est la psychologie persuasive, c'est aussi un terme qui n'apparaît pas dans le docudrama, c'est la gamification.
Et, et donc, voilà, et par rapport à cela, on a des, en tant que voilà, chercheur en sciences de l'information et de la communication, on a quelques critiques à faire, hein, comme le dit comme le dit l'auteur de cet article dans The Verge, il y a des choses que le document n'a pas compris, enfin que les auteurs du docudrama n'ont pas compris dans le fonctionnement des réseaux sociaux. Jamais n'apparaît la notion donc de web affectif, en tout cas quelque chose qui ressemble à cela, c'est-à-dire l'idée qu'on a des industries capitalistes qui, dans le prolongement du fonctionnement des industries culturelles et des médias commerciaux, donc publicitaires, cherchent à affecter les internautes ou les usagers pour qu'ils puissent favoriser la circulation des informations, la circulation des messages et répondre à l'injonction à la publication qu'on connaît bien avec Serge Prou, etc. Voilà, donc il y a le travail des notifications est bien expliqué, mais il n'est pas rattaché à la logique économique, hein, comme s'il s'agissait d'une pure opération de manipulation mentale. Et ça n'est pas, rien n'est dit non plus de ce qui se passe au niveau des usagers. Je crois que c'est ce qui est le plus troublant en fait pour les jeunes. C'est-à-dire rien n'est dit de ce qui se passe en réalité à la réception. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai pu observer dans la plupart de mes recherches auprès des adolescents, c'est toutes les petites questions qu'ils se posent sur est-ce que je dois répondre, est-ce que je ne dois pas répondre. Là, la représentation de l'usager qui est faite dans le docudrama, c'est vraiment la marionnette qui, dès qu'on lui propose un contenu plus sectaire l'un que l'autre, elle va foncer droit, y croire, etc. Mais la réalité sociale, et je pense que la réalité psychologique, c'est pareil, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus nuancé. J'irai plus vite hein, sur la partie réception. Alors, est-ce que les lycéens peuvent-ils être émancipés grâce au visionnage du docudrama? Bon, vous comprenez bien que je ne vais pas aller énormément dans ce sens-là, mais c'était tout à fait intéressant de voir comment donc pardon, attendez. Voilà, comment les lycéens ont réagi. Donc, je vous dis, j'ai fait aussi l'expérience avec des étudiants en licence 2 et leur niveau d'autonomie, hein, leur capacité à prendre de la distance par rapport au docudrama était relativement faible aussi. Donc, j'ai mené voilà, un dispositif un peu particulier d'enquête en qualitative, en cascade, au sens où j'ai commencé à travailler avec des étudiants de licence, que j'ai pu amener certains étudiants de licence qui faisaient aussi leur mémoire dessus à aller intervenir dans une classe de seconde et dans une classe de terminale. Et nous avons pu à la fois organiser des petits entretiens focus group, mais aussi mener un dispositif pédagogique à travers l'organisation de débats, aussi bien en seconde qu'en classe de terminale. Alors, je pense que c'est un peu lié à la période de crise sanitaire aussi. On avait des confinements plus ou moins épisodiques. Parce que le lycée dans lequel je suis allée est un lycée mixte, socialement mixte, et là, on avait plutôt des jeunes de milieux favorisés, je dois le dire. Alors, quel type d'adhésion? Donc, moi, la grille que j'utilise pour l'analyse de réception, c'est en gros, hein, je vais simplifier, j'ai 4 catégories, mais notamment la notion d'adhésion et la notion d'autonomie. Voilà. Et puis, il y a d'autres modalités de réception qui sont l'évitement et l'indifférence sur laquelle je ne m'appuierai pas aujourd'hui. Voilà, donc quelle adhésion face à un contenu qui est critique. Et donc, quelle critique face à un contenu critique? L'adhésion que j'ai pu constater, hein, très forte, à la posture dénonciatrice, hein, donc à la dénonciation des GAFAM, est-ce qu'elle repose sur une forme d'autonomie réflexive, hein, ou au contraire sur une forme d'adhésion croyance, c'est-à-dire puisque je le vois, je le crois, qui est une des... Voilà, j'ai pu distinguer dans d'autres travaux 5 formes
d'adhésion. Et l'adhésion croyance, c'est voilà, c'est une sorte d'adhésion spontanée. Bon, on voit des images d'actualité, on voit des experts, bon, donc ça a l'air hyper sérieux, donc c'est hyper grave. Et effectivement, donc on a une adhésion massive au message explicite, hein, mais qui en même temps, parfois j'ai parlé aussi d'adhésion dissociation, au sens où quand on est en face du documentaire, on y croit, et puis dès que c'est fini, bon, on pense à autre chose, ça va pas en fait entraîner beaucoup d'actions. Voilà, adhésion croyance, c'est-à-dire les jeunes disent bah oui, effectivement, il y a plein d'effets nocifs. Puis ils en ont entendu aussi parler par leurs parents du fait qu'ils étaient trop sur leur smartphone et qu'il fallait réduire un peu. Et donc, il y a une adhésion au message. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent des choses néanmoins, hein. Ils disent, voilà, ils ont compris l'influence des algorithmes. Par exemple, Camille a compris que, donc en terminale, avec une dimension un peu sciences économiques et sociales, ils ne proposent pas la même chose aux gens. Donc, c'est la personnalisation par fil de recommandation. Enfin, elle ne sait pas le dire avec ces termes-là, hein, mais voilà, quand on cherche quelque chose, ils proposent tout le temps le même contenu. Si on est de gauche, on va avoir du contenu de gauche, etc. Lucien a compris l'intention du design des interfaces, hein, on a compris que tout était prévu, la couleur de l'icône, c'est pour rendre plus accro, le bruit des messages, etc. Mais à la limite, quand ils accrochent tellement que je ne sais pas jusqu'où ça va. Par exemple, sur l'algorithme, Lucien, donc c'est c'est le même Lucien qui disait cela et qui avait donc bien compris ça, il dit c'est tellement puissant. Ça m'a troublé énormément, quoi, qu'ils nous ciblent et savent ce qu'on va penser avant même d'y penser. Donc là, je me dis, c'est grave parce qu'on est là dans un retournement, c'est-à-dire qu'au nom de la critique, en fait, on prive ces jeunes même de penser l'espace d'autonomie mentale, enfin, je veux dire. Et donc là, on est aussi sur comment dire, enfin en tout cas, ça pose problème. La représentation fictionnelle aussi, hein. Donc Maya, dis-moi ce que ça m'a appris, c'est que ce soit des humains qui soient derrière toutes les publications. Donc si elle a compris que c'était vraiment des humains qui ciblaient individuellement Maya ou Lucien, là aussi, c'est plutôt aller renforcer en fait l'aliénation mentale à ces entreprises. Ce qui a beaucoup compté, c'est le poids des cautions expertes, hein. Donc moi, je suis impressionnée parce que rien que de l'avoir vu une fois, il y a des jeunes qui se souvenaient, hein, du nom de Tristan Harris, Jaron Lanier et Shoshana Zuboff. Voilà. Et puis, ils sont très impressionnés aussi par le fait que si ceux-là même qui ont été directeurs de ces grandes entreprises sont eux-mêmes incapables dans leur cuisine de couper leur smartphone, c'est que comment eux, ces pauvres adolescents, vont pouvoir y arriver. Donc ça les a un petit peu scotchés. Mais le registre de la peur et de l'excès, hein, du documentaire se retourne aussi contre le message. Et à la fois, donc, il y a des jeunes qui m'ont dit, moi, j'ai pas pu regarder le drama, ça me fait trop peur. Mais il y en a pour qui c'est tellement exagéré que ça va créer une distanciation, hein, vis-à-vis du message. C'est peut-être réellement important, donc ça c'est l'une qui dit ça, mais l'autre dit il y a des scènes trop clichés, hein, quand il passe à table, que la petite fille va jusqu'à casser la safe box dans laquelle sa mère a placé le smartphone pour le récupérer. Ils disent il ne faut pas exagérer, tu peux passer une demi-heure à manger avec tes parents, c'est faisable, il ne faut pas exagérer. Et ceux qui ne disent pas, mais qu'on peut penser implicite, hein, ou sous-jacent, c'est que c'est la représentation de la bêtise, quelque part, des adolescents qui leur est quand même un peu insupportable, hein. Et voilà. Et donc la caricature. Alors, ce qui, en revanche, a pu fonctionner, c'est un peu toujours pareil, c'est le fait de prendre le temps. Donc, c'est un peu, le docudrama peut être un peu un alibi. Et après tout, peut-être qu'il suffit de regarder peut-être le teasing, hein, ou la bande-annonce du docudrama pour travailler dessus. Ce qui est utile, c'est de pouvoir en parler avec eux après, de les mettre. Alors, on a
Voilà, donc quand on commence à faire aussi bien des focus group que des débats en classe, il y a par exemple plusieurs remarques qui nous ont été faites sur le fait que quand même c'est incroyable que le docudrama ne parle pas de Netflix, parce que l'infinite scroll, enfin, la gamification, la manière de voilà, de la captologie, Netflix a l'air d'avoir très très bien compris ces techniques-là. Et donc, on a eu presque dans chaque groupe quelqu'un qui au moins disait ça. Moi, je trouvais ça paradoxal. Alors, soit ça leur vient quand ils regardent, soit quand ils en parlent, finalement, ils se disent, mais et Netflix dans tout ça? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pu organiser comme dispositif éducatif hors ligne? Ben, on a organisé un visionnage en dehors des cours du docudrama. Je vous dis que maintenant, peut-être que je regretterai que je travaillerai juste sur la bande-annonce, en fait. Ensuite, on a fait des focus group avec quelques-uns, donc avec 3-4 camarades, si vous voulez, par focus group, hein. Et on en a fait une dizaine. Et puis, on a organisé des débats. Et ces débats, on les obligeait un peu à penser contre le documentaire, c'est-à-dire leur dire il faut qu'il y en ait qui montrent les atouts de ce docudrama, ce qu'il vous apporte, et puis il faut qu'il y en ait qui prennent une posture contraire. On était un peu obligés d'assumer une posture un peu critique. Je crois que c'est souvent, ça peut être éducatif, c'est-à-dire, et donc on avait un début de débat intéressant. Et puis ensuite, on leur a apporté quelques compléments, c'est-à-dire si on considère que dans un contexte pédagogique, on ne veut pas que seul le message de Tristan Harris et Orslowski passe, eh bien, on a complété ça un peu en leur donnant quelques clés de lecture de ce qui se passe sur les plateformes numériques et de la différence entre les intentions des producteurs ou des concepteurs des plateformes, et puis ce qui se passe au niveau de la réception pour les aider un peu aussi à penser leurs propres pratiques. Voilà, je m'arrêterai là.